Bonjour à tous, professeur Marx, merci, monsieur le président du Collège national. Merci pour cette invitation. Et je voudrais remercier tout de suite Nicolas Wallart à la conception du programme qui m'a fort astucieusement placé entre Joël Ducournau et les définitions physiques et Christian Lorenzi qui va suivre, qui va vous parler d'écologie auditive. Et moi, je suis l'audioprothésiste de service. Et donc, on va parler de l'utilisation de ces sons, de ces bruits. Alors, je vais volontairement utiliser le terme son encore plus générique. Et le lien qu'on va pouvoir faire avec une remarque. Et je fais une petite parenthèse sur le lien d'intérêt. Je suis salarié de la société Audica. Et une remarque fréquente qui a construit cette présentation, une remarque fréquente des patients. J'ai pas fait de sondage, mais fort à parier que beaucoup d'entre vous ont entendu souvent nos patients nous dire « mais vous me faites entendre des bips, des bruits, alors que moi je suis gêné dans les conversations, les restaurants, dans la rue ». Et donc il y a souvent cette gêne des patients qui se sentent pas forcément pris en compte, en tout cas dans un premier abord, et ça nous oblige à le contextualiser quand on leur fait entendre les sons de nos audiomètres. Et donc cette présentation va constituer finalement un tremplin, une projection, une réflexion que je vous souhaite entre les sons qu'on utilise au quotidien et tous les sons de l'environnement au sens large qui puissent être considérés comme des bruits ou des sons agréables, et cette cloison qu'on s'inflige nous-mêmes et qui n'est pas si évidente que ça entre les deux. Alors comment concilier les deux? Est-ce que finalement les sons qu'on utilise au quotidien sont dépassés par manque de réalisme? Alors, je vais, contrairement à Joël, je vais vous faire l'affront de vous faire écouter les sons que pourtant vous diffusez tous les jours à vos patients pour fixer les choses. Et je vous invite à regarder attentivement les sonagrammes qui eux-mêmes vont vous faire une référence visuelle et par effet de contraste vont vous montrer l'éloignement qu'il peut y avoir entre les sons qu'on utilise au quotidien dans nos cabines d'audioprothèse et la réalité sonore. Alors le son pur, je fais une petite parenthèse, qui est notre seul point commun. C'est le seul son qu'on utilise tous, dans toutes les professions de l'audiologie. Pour tous les autres sons, il y a divergence, mais le son pur fait consensus depuis des décennies. On peut moduler sa fréquence, on peut le pulser. Le bruit en bande étroite, et vous voyez la pente sur le spectre en haut qui va vous donner aussi déjà une première notion de différence avec le bruit qui suit, qui est le bruit fresh noise, qui est beaucoup plus étroit en fréquence. On voit qu'on est sur des bruits, et ça se voit très bien sur le sonogramme, très déterminés. Et vous verrez où on veut en venir avec cela. Petit à petit, on a vu apparaître des bruits vocaux avec des convergences énergétiques beaucoup plus centrées dans les basses fréquences, par différence avec le bruit blanc, qu'on utilise aussi toujours beaucoup. Et puis on a vu apparaître, et je fais un vibrant hommage à Léon Deudelet qui a créé il y a quelques années maintenant l'onde vocale globale, où on était déjà sur non plus une génération d'un signal synthétique, mais l'utilisation de vraies voix pour constituer ce son. Et enfin, c'est pas un son d'audiomètre, l'ISTS, mais c'est un son qui fait consensus dans les chaînes de mesure et qui est cette fois constitué de vraies paroles. Enfin, un petit dernier qui est intéressant parce qu'on revient à des sons très structurés, l'ACT, qui est un son psychoacoustique avec une génération d'un son de sirène. Voilà. Donc, voilà ces sons qu'on utilise, j'en ai oublié, mais principalement pour créer un effet de groupe entre vous sur les sons qu'on utilise au quotidien. Et une première limite, première différence entre ces sons et les sons auxquels vont être confrontés vos patients dans leur vie de tous les jours, c'est le niveau de pression acoustique. Surtout en champ libre, hein, les niveaux qu'on est capable de diffuser sont très éloignés. Alors j'ai pris un son vraiment trivial, hein, mais en réalité pour vous montrer les niveaux sonores qui peuvent être réellement diffusés dans une cuisine quand deux assiettes s'entrechoquent. Alors le son que vous entendez est créé par le limiteur de mon téléphone, mais on atteint des niveaux
120 décibels en crête. Hein, on est totalement incapable de générer ces niveaux-là avec nos audiomètres. La deuxième limite, c'est l'énorme diversité spectrale, les modulations qu'on va rencontrer dans n'importe quelle scène de la vie quotidienne, à la différence des sons qu'on utilise quotidiennement avec nos audiomètres. Alors, on reste dans la cuisine et je vais vous montrer et vous faire entendre une scène sonore d'une banalité confondante, mais vous allez déjà voir, et sur le sonogramme et à l'écoute, l'écart abyssal qu'il y a avec nos sons d'audiométrie. Donc, on a des bruits large bande, voilà, des couverts qui s'entrechoquent. Une bouilloire, je ne sais pas si vous reconnaissez les sons, avec des dominantes spectrales, comme disait Joël, les bruits ont des zones fréquentielles dominantes, extrêmement variables les unes des autres. L'eau du robinet, avec des fluctuations d'énergie, là qu'on voit assez bien sur le sonogramme, des petites modulations d'amplitude. Et beaucoup de dynamique sonore, beaucoup de dynamique, ne serait-ce que dans une cuisine. Vous voyez sur le vumètre, sur votre droite, vous voyez les fluctuations d'énergie qui sont très très importantes. Alors si par exemple, on s'amuse à diffuser une scène sonore comme ça dans notre cabinet, qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment faut-il l'analyser? Est-ce que ça va être la gêne vis-à-vis de certains sons? Est-ce qu'on peut demander aux patients s'ils reconnaissent certains objets sonores? C'est des questions que je laisse en suspens, évidemment, pour vous faire réfléchir sur ces questions-là. Même chose vis-à-vis d'une scène de restaurant. C'est Napoli. Salut tout le monde, j'ai passé le week-end en Bretagne, c'était incroyable. Vous ne dominerez jamais les paysages. Là aussi, on voit des formes sonores. On identifie clairement les formes spectrales liées à la voix. Il y a des surprises sonores, il y a des bruits d'impact qui arrivent. J'ai également une passion pour la Bretagne. J'y vais chaque été avec ma famille. Les marchés locaux sont mes endroits préférés. Et quant au restaurant, alors là c'est un point qui est important, parce que vous avez tous des logiciels qui sont capables de diffuser des ambiances sonores comme ça réalistes. Et l'énorme différence, et je cite cette publication qui a une petite dizaine d'années, c'est les niveaux sonores réels. Quand on fait des tests dans le bruit, par exemple, ou qu'on diffuse ce type d'ambiance à titre d'illustration pour montrer cette fois aux patients qu'on les immerge dans des ambiances sonores réalistes, les niveaux sonores délivrés sont extrêmement différents. En moyenne, un restaurant, vous voyez, il y a des écarts types énormes, mais en moyenne, c'est 76 dBA de niveau dans un restaurant. Je vous assure que si vous diffusez une scène sonore en cabine d'audioprothèse à 76 décibels, la sonie va être très élevée, les patients vont trouver ça insupportable. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ne sont pas dans l'ambiance, parce qu'ils n'ont rien à manger, rien à boire, parce que la diffusion acoustique, même si vous êtes en multicanal avec 5 haut-parleurs, n'a absolument rien à voir avec une scène sonore réelle. Le bruit dans un restaurant, il vient de multiples façons. Il vient de la bouche des locuteurs, il vient du plafond, il vient des murs, il vient du sol. Toute surface devient une source d'énergie, donc ça vient de partout. Et la restitution de ces phénomènes acoustiques en cabine est proprement, pas impossible, hein, mais elle est concrètement très très difficile à atteindre. Donc le ressenti, il est quelque part quasiment impossible à atteindre, d'autant que les aspects émotionnels liés à la présence des autres personnes ne seront pas là non plus. Donc dans une scène de restaurant comme celle-là, si vous la diffusez, même chose. Quelle analyse vous en faites? Est-ce que c'est de la reconnaissance de voix? Est-ce que c'est la gêne liée au bruit de fond? Voilà, l'axe d'analyse est lui-même difficile. Enfin, une dernière scène sonore qui va faire la transition avec les propos de Christian Lorenzi, c'est une scène d'environnement naturel. Et là, vous allez à nouveau voir la non-parenté avec les sons de l'audiologie, tant il y a de modulation et de diversité spectrale dans cette scène bucolique, avec un petit bruit fond, vous voyez, dans les basses fréquences, et un tas de modulations de ces vocalises d'oiseaux qui s'échelonnent des médiums jusqu'à très très haut dans les aigus. Alors, même difficulté,
qu'est-ce qu'on retient? Parce que moi, je suis tout à fait partant et je commence à le faire. Et c'est un champ qu'on ouvre d'utiliser des scènes naturelles pour répondre en complément de nos sons habituels. Mais comment il faut l'analyser? Qu'est-ce qu'on en retire comme information? Est-ce que c'est une ambiance sonore du matin, du soir? Combien d'espèces d'oiseaux vous entendez, par exemple? Mais ça fait partie des choses qui devront être codifiées. Alors, nos sons audiologiques, nos sons habituels, avantages et limites. Alors, ils ont l'énorme avantage, et vous pourrez continuer de les utiliser au moins pour cette bonne raison, c'est qu'ils sont connus. Vous explorez des comportements de vos patients, des jugements, des réactions pour des sons dont vous connaissez le spectre et le niveau. J'ai mis entre guillemets faciles d'interprétation, parce que même ces sons purs créent des débats sans fin. Au collège, parfois, les seuils d'inconfort, on doit les faire en son pur. Enfin, il y a des débats rien que là-dessus. Et le calibrage, j'ai mis simple aussi, parce que même sur ces sons censés être extrêmement cadrés, il y a des divergences sur le calibrage des sons. Et puis, donc, les niveaux sonores sont très éloignés de la réalité, ça manque énormément de diversité, la directivité des HP rend la reproduction d'une acoustique réelle très très difficile. Par contre, les scènes sonores réelles, si tant est que vous en utilisiez, là au moins vous allez rentrer dans quelque chose de réaliste. Il y a énormément de logiciels maintenant qui sont capables de faire ça. On peut faire de la diffusion en multi-haut-parleurs. Ça peut permettre de faire des comparaisons de réglages, mais attention aux observations de comportement. Et vous voyez le contre l'utilisation de ces scènes sonores, dans les inconvénients, le calibrage est extrêmement difficile. Comment vous voulez calibrer une scène sonore de nature, de cuisine, de restaurant? C'est encore plus difficile. Et l'interprétation sera à codifier. Comment est-ce qu'on va pouvoir, de façon structurée, codifier, interpréter de façon scientifique ces réactions à ces comportements sonores, à ces scènes réelles. Donc c'est finalement un petit peu la même chose que pour le visuel. Si je vous demande, si vous avez des problèmes de vue et que je vous demande de savoir si c'est net avec un tableau comme celui-là, c'est un petit peu difficile. Donc on utilise ce type de signaux visuels extrêmement clairs. Et si vous voyez bien ce type de lettres, alors probablement vous serez à l'aise sur des paysages visuels complexes. Donc en conclusion, les sons de l'audiomètre ne sont pas prêts d'être abandonnés, ils ont l'immense avantage d'être connus en spectre et calibrés, et donc vous pouvez avoir une interprétation ciblée de ce que vous faites. Et même s'ils sont très très éloignés des environnements sonores réels, beaucoup moins complexes, au moins les niveaux sonores sont connus. J'en terminerai avec une relation qui pour autant me paraît inéluctable entre les environnements sonores réels et le comportement des patients avec et sans appareil. Même si pour l'instant, à mon avis, rien ne remplace le binôme son audiologique et essai en conditions réelles. Je vous remercie.